Voilà, bonjour tout le monde. On commence directement. Je donne la parole directement à M. Haïdar pour sa demande d'explication qui concerne la cessation des activités de l'agence immobilière sociale d'Orlect-Kuregem. M. Haïdar, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, sociale verhuurkantoren spelen een cruciale rol in de strijd tegen het tekort aan betaalbare woningen in Brussel. Ze maken het mogelijk dat private woningen worden verhuurd aan gezinnen met een laag inkomen tegen redelijke prijzen met een garantie voor zowel huurders als eigenaar. Voor duizenden Brusselse gezinnen die vaak al jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale woning, vormen deze kantoren een van de weinige concrete oplossingen om een degelijk dak boven het hoofd te vinden. Tegen die achtergrond is het bijzonder zorgwekkend dat het sociaal verhuurkantoor van Anderlecht-Kuregem zijn activiteit zal moeten stopzetten op 31 december 2025. Het kantoor, dat al vele jaren een onmisbaar schakel vormt tussen eigenaars en kwetsbare huurders, kampt met ernstige financiële moeilijkheden. Door een gebrek aan structurele middelen en het wegvallen van subsidie ziet de AICAC zich genoodzaakt zijn werking te beëindigen. In een brief aan de eigenaars waarmee het samenwerkt, luidt AICAC weten niet langer in staat te zijn om huurgelden correct uit te betalen op zijn contractuele verplichtingen na te komen. De erkenning aan sociale verhuurkantoren, de bijhorende subsidie lopen einde 2025 af, waardoor verder werking onmogelijk wordt. Deze sluiting is meer dan een lokaal tegenslag. Ze toont aan hoe kwetsbaar het Brusselse systeem van sociale verhuurkantoor is. Terwijl de wachtlijst voor een sociale woning inmiddels, en u weet dat dat, mevrouw de minister, meer dan 50.000 huishoudens telt, verdwijnt opnieuw een organisatie die effectief betaalbare woning aanbiedt en beheert. Als we tellen samen met die van Sint-Joost, we kunnen er gemakkelijk gaan tot bijna 900 woningen, als ik juist berekend is. De ISAC, opgericht door de Unie van Huurders van Anderlecht-Kuregem, was jarenlang een voorbeeld van sociale inzet en buurtverbetering. Het verdwijnen ervan laat een leegte achter, niet alleen in Anderlecht, maar in het gehele gewest. En dit op die moment dat de nood aan betaalbare woning groter is dan ooit. Ten eerste werd uw kabinet op de hoogte gebracht van de financiële moeilijkheid van het SVK de afgelopen maanden. Twee, wat is de reden waarom de erkenning van de AICAC als sociale verhuurkantoren niet werden verlengd, evenals de bijhorende subsidies? Welke maatregelen kunnen de werking van deze organisatie alsnog redden of nog een volledig of snel overdracht van het woningsbeheer naar een andere erkend SVK te garanderen? Deze situatie is slechte reclame voor het systeem van sociale verhuurkantoor. Die kan de eigenaars afschrikken om gebruik te maken van het systeem of ertoe zetten hun woning uit het systeem te halen en zelf beheren op de private markt. Wat zal u doen om dit te vermijden? Ten laatste, mevrouw de minister, welk initiatief heeft u ondernomen om het systeem van de SVK te promoten bij de Brusselse eigenaars tussen 2019 en 2024 en wat is het resultaat van die campagne? We hebben ook eigenlijk een vraag ingediend in verband met Sint-Joost. Ik verwacht niet van u dat u gaat vandaag antwoorden op deze vraag, maar als we een antwoord van dat krijgen, kan dat altijd welkom zijn, omdat dat is eigenlijk een pakket die behoort tot de ZEF-problematiek. Ik dank u. Merci, M. Haïdar. Je vais donner la parole à Mme Kruismans, qui est la première à m'avoir demandé de réagir à la demande d'explication, et puis à ceux qui ont levé la main juste après. Mme Kruismans. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, au nom de mon groupe, je souhaite exprimer une profonde inquiétude et une réelle indignation, en réalité, face à la situation révélée par la cessation des activités des agences immobilières sociales de Saint-Josse et de Kuregem, Anderlecht-Kuregem. C'est un signal extrêmement préoccupant pour la politique du logement en région bruxelloise et pour la confiance que les citoyens placent dans les institutions qui sont censées la mettre en œuvre. Le rôle des AIS dans notre région est essentiel. Elle constitue un pilier de notre politique du logement. Permettre à des ménages à revenus modestes d'accéder à un logement de qualité, à un loyer abordable, stable, et tout en garantissant aux propriétaires une gestion professionnelle stable et sécurisée de leurs biens. Les AIS sont un maillon d'équilibre indispensable entre solidarité sociale et confiance des bailleurs. Aujourd'hui, 26 AIS gèrent plus de 7000 logements, offrant un toit à des milliers de Bruxellois. Dans une ville où la crise du logement atteint des seuils critiques,
La disparition de 2 agences n'est pas un simple incident administratif, c'est une véritable secousse sociale et le signal d'alarme d'un dysfonctionnement majeur. D'après les informations recueillies, l'une et l'autre accuseraient plus de 500 000 € de déficit alors qu'elles bénéficient de subsides importants qui devraient couvrir leurs frais de fonctionnement, ces montants ne pouvant s'expliquer par des arriérés de loyer. En ce qui concerne l'AISAC, on constate aussi une absence de publication des comptes annuels en 2022-2023, une absence de contrôle tant interne qu'externe pendant ces exercices, ainsi que des liens étroits avec la SBL ULAC, qui exerce des activités liées et qui emploie partiellement les mêmes personnes, et dont on peut s'interroger sur les liens et les éventuels conflits d'intérêts. Les premières victimes de cette situation, ce sont avant tout les locataires et les propriétaires. Les locataires concernés, souvent des familles précarisées, des personnes âgées, des travailleurs aux revenus modestes, se retrouvent à très court terme dans une insécurité totale, avec les questions de savoir s'ils vont pouvoir rester dans leur logement, si leur contrat de bail sera transféré à une autre agence ou sera repris par le bailleur, à quelles conditions, qui assurera le suivi et la gestion de leur bail, la gestion des réparations, la restitution des garanties locatives, le cas échéant, etc. Se pose également pour certains la question de l'accompagnement social que ces AIS peuvent, dans une certaine mesure, leur apporter. Quant à eux, les propriétaires se retrouvent également inquiets, parfois désemparés, ne sachant pas ce qu'il adviendra de leur bail, des éventuels arriérés de loyer, des restitutions de fin de bail, etc., après avoir accordé leur confiance à un dispositif censé leur offrir sécurité et fiabilité. Certains nous ont dit avoir déjà pris la décision de vendre leurs biens, avec les conséquences que cela aura en termes d'offres sur ce segment du marché le plus exposé à la crise. Au-delà des conséquences humaines et financières qui se posent dans l'immédiat, c'est tout le modèle de création de logements abordables mis en place par l'intermédiaire des AIS qui est mis à mal. Et dans ce contexte, je souhaite vous poser les questions suivantes. Votre administration était-elle au courant, et depuis quand, des importantes difficultés financières de ces 2 AIS? Quelles mesures ont été mises en place pour éviter d'en arriver là? Des signaux d'alerte n'ont-ils pas été détectés ou pas pris au sérieux? Quels moyens de contrôle ont été mis en œuvre par la SLRB ou par votre administration? Et comment ces moyens n'ont-ils pu éviter la situation actuelle? Deuxièmement, un audit a été commandé pour l'AIS de Saint-Josse. Vous avez compris, Madame Creutzmann, vous avez dépassé le temps de... Deux secondes. A-t-il été rendu et quelle suite entendez-vous lui donner? Concernant l'AISAC, votre administration s'est-elle inquiétée de ces éventuels conflits d'intérêts? Quelles mesures concrètes ont été prises pour les locataires et les propriétaires concernés en ce qui concerne la poursuite de leur bail? Et enfin, qu'en est-il des responsabilités éventuelles des administrateurs, organes de gestion et organes de gestion des ASBL concernés? Je vous remercie d'avance de vos réponses. Merci Madame Creutzmann. C'est monsieur, je ne sais plus qui a levé la main. Je propose qu'on fasse par l'ordre Monsieur Van den Borg. Alors Monsieur Van den Borg, allez-y. Oké, dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris. In de eerste plaats ook, dank u ook aan de indiener van de vraag om dit op de agenda te plaatsen. Ook ikzelf en N-VA is toch wel bijzonder verontrust door de vele signalen die we de laatste tijd ontvangen vanuit de huisvestingssector over structurele problemen in diezelfde sector. Het zijn nu 2 sociale huisvestingskantoren die toch op korte termijn aangeven dat er ernstige problemen zijn kunnen ontstaan en die zelfs maanden, jaren onder de radar zijn gebleven en nu zo ver zijn gevorderd dat die kantoren moeten ophouden te bestaan. Zelfs meer nog, zeker in het geval van Sint-Joost, is er vermoeden van ernstig wanbeheer en zelfs fraude. Dat zijn toch bijzonder ernstige signalen die we ontvangen. En ik heb dan ook een interpellatie ingediend om hier verder op in te gaan. En daarnaast, ik verwijs ook naar een andere zaak die we recent hebben besproken in deze commissie, namelijk fraude bij de toekenning van sociale woning door huisvestingsmaatschappijen, waardoor onder andere een personeelslid werd ontslagen. Maar ook daar, denk ik, zijn we toch zeker toch niet alle vragen over beantwoord. En tegelijkertijd, en dat weten we, is de noodzaak aan fatsoenlijke huisvesting in dit gewest enorm.
We zeggen het bijna wekelijks. Ja, er staan 60.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. En ik denk dat we daar eerlijk in moeten zijn. Uw noodplan huisvesting heeft bijzonder weinig zoden aan de dijk gebracht. De noden vandaag zijn nog groter dan bij het aantreden van u als staatssecretaris. En op deze gevallen van fraude, die toch in de pers weer klinken, ja, vind ik toch dat er bijzonder lauw, slap wordt gereageerd. Ik denk dat er op zijn minst een doorlichting van de hele sector op zijn plaats is. Ik denk dat er een ernstige vertrouwensbreuk is bij een aantal sociale verhuurkantoren. En het beleid moet toch nagaan hoe het zit met de rest van de sector. Zijn zij voldoende bij kracht om de uitdagingen aan te gaan? Worden zij goed beheerd? Ik heb u er al tientallen keren op gewezen. Er is een gigantische versnippering in de sector. Meer dan 24 kantoren in Brussel, sociale verhuurkantoren. Daarnaast 16 sociale huisvestingskantoren en ga zo maar verder. Dus ik denk dat we naar een rationalisering moeten gaan in de sector, omdat we anders op dergelijke problemen gaan blijven stuiten. Mevrouw de staatssecretaris, ik heb een aantal vragen. In het artikel op Brus lezen we dat het kantoor in Kuregem een losstaande VZW is, onder beheer van de Union des Locataires d'Anderlecht et Kuregem. En die zou zelf een groot deel van de verhuurde woningen in bezit hebben. Klopt dat? Kan u misschien meer toelichting geven over de beheerstructuur van deze VZW? Wie heeft het eigendom en hoe is dat net tot stand gekomen? Ten tweede, u hebt gezegd dat u een controle heeft uitgevoerd. Dat is geen audit. Een audit zou denk ik wel op zijn plaats zijn. Maar wat heeft die controle vastgesteld? Is er een schuldenberg? Zal er eventueel nog opvolging worden gegeven? Zal er nog een audit worden gevoerd? Zal er eventueel klacht worden ingediend? Is er sprake is van fraude? Dus welke opvolging geeft u daaraan? Verder, welke interne controlemechanismen had deze VZW om financieel wanbeheer te voorkomen en waarom hebben deze gefaald? Want opnieuw is het toch wel de conclusie, het beleid heeft gefaald. En tot slot, welke actie heeft u ondernomen om in het geheel de sector dus te versterken en ervoor te zorgen dat dergelijke schandalen zich niet meer voordoen? Want het is blijkbaar gewoon wachten op het volgende schandaal in de huisvestingssector. We kunnen dat toch niet zomaar tolereren. Uiteindelijk zijn we hier aan de slag met publieke middelen. We moeten daar de hoogste mate van transparantie over kunnen verschaffen. En we moeten ook alle gezinnen kunnen garanderen die op die wachtlijst staan, dat hun rechten zullen worden gerespecteerd en dat zij hopelijk in de toekomst wel een rechtmatige sociale woning kunnen krijgen. Want nu zijn er ernstige twijfels over de rechtmatigheid van het beleid in Brussel. Merci, monsieur Van den Borre. Monsieur Flou. Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, comme déjà évoqué par mes collègues, nous avons appris avec préoccupation que l'agence immobilière sociale d'Anderlecht-Kuregem doit cesser ses activités le 31 décembre 2025 en raison de difficultés financières. Or, cette situation n'est malheureusement pas un cas isolé. L'agence immobilière sociale de Saint-Josse a déjà fermé ses portes le 25 octobre 2025, confrontée à une dette de plus de 520 000 €. Ces deux fermetures, en quelques semaines, constituent un signal d'alarme majeur sur la stabilité du secteur des AIS. Ces faillites successives soulèvent des questions graves. Les causes en sont-elles identiques? S'agit-il de dysfonctionnements localisés ou d'une fragilité systémique du modèle de financement régional des AIS? En février 2025, le syndicat des propriétaires dénonçait déjà les retards chroniques de versement des subsides régionaux. Depuis, cette situation a-t-elle été rectifiée? Pour Saint-Josse, cette fermeture entraîne la réattribution de 220 logements. Pour l'AIS d'Anderlecht-Kuregem, ce sont également des centaines de logements concernés. Ceci représente un impact majeur sur l'offre de logements abordables. Or, la liste d'attente pour un logement social compte plus de 50 000 ménages bruxellois. Dès lors, mes questions sont les suivantes. Avez-vous identifié des causes communes entre la faillite de l'AIS de Saint-Josse et celle d'Anderlecht-Kuregem? Quels sont les facteurs de fragilité partagés par ces deux agences? Existe-t-il d'autres AIS en situation financière précaire ou présentant des symptômes similaires? Disposez-vous d'un diagnostic global de la situation financière du secteur? Les retards dans le versement des subsides régionaux aux AIS, signalés en février 2025, ont-ils été résolus? Quelles garanties offrez-vous aux opérateurs sur la continuité et la régularité des versements? Disposez-vous de mécanismes d'alerte précoce pour détecter les AIS en difficulté avant qu'elles ne connaissent une cessation d'activité?
Quels enseignements tirez-vous de ces situations pour restaurer la confiance des propriétaires envers le modèle AIS et garantir la stabilité du secteur? Ces deux faillites rapprochées doivent motiver une action d'urgence pour clarifier les faiblesses du système, soutenir les opérateurs sains et préserver cette offre essentielle de logements abordables pour les Bruxellois les plus fragiles. Merci. Merci, Monsieur Offlou. Madame Maison. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, je ne dois pas vous répéter tout l'attachement que mon groupe Défi a pour le secteur des AIS. Je crois vraiment que la politique de conventionnement, une politique de conventionnement sur base volontaire est vraiment la meilleure réponse à cette offre, ce manque d'offres de logements abordables en région bruxelloise. On se trouve par rapport aux locataires à des loyers qui sont en dessous, évidemment, du loyer médian et moyen. Et pour les propriétaires, du côté des propriétaires qui confient leurs biens en AIS, on a une sécurité de paiement du loyer qui est évidemment appréciable parce que ça permet évidemment, dans un cas comme dans l'autre, d'apaiser les relations contractuelles entre bailleurs et locataires. Alors, ici, effectivement, la chronique de mort annoncée de ces deux AIS, alors on parle ici de l'AIS d'Anderlecht, mais on parlera à la prochaine séance de contrôle parlementaire, évidemment, de l'AIS Saint-Josse-Tenaude, pour laquelle nous sommes nombreux à avoir posé des questions. Cette chronique de mort annoncée est une véritable déflagration dans le paysage des AIS bruxelloises. Alors, j'ai trois questions à vous poser. La première, c'est quels sont les avertissements que vous avez reçus de votre côté par rapport, voilà, quels sont les red flags, comme on dit aujourd'hui, que vous avez reçus et quelles mesures avez-vous mises en œuvre justement pour y répondre? La région a-t-elle, deuxième question, la région a-t-elle encore la volonté et les moyens de sauver ces deux AIS? On sait qu'on parle, en tout cas dans le cas de l'AIS de Saint-Josse, de 500 000 €. Alors je sais très bien la situation budgétaire et financière de notre région, mais 500 000 €, ça paraît très peu par rapport au budget général de la région et par rapport aux enjeux qui se posent par rapport à ces deux AIS. Et la troisième question est la suivante. C'est sûr, comme certains collègues l'ont dit avant moi, que la cessation des activités de ces deux agences immobilières sociales auront un impact très négatif sur la réputation de ce secteur, qui est considéré dans son ensemble, et pourrait conduire certains propriétaires bailleurs à retirer leur logement de la sphère des AIS ou de dissuader de mettre d'autres biens, d'autres bailleurs en location par l'intermédiaire d'une AIS. Alors, par rapport à cette situation, avez-vous envisagé en urgence une campagne de communication qui vise à rassurer les propriétaires bailleurs quant à la capacité des AIS bruxelloises à honorer leurs engagements financiers? Je vous remercie déjà pour les réponses que vous nous apporterez. Merci, Madame Maison. Monsieur Suarez. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, je ne vais pas être très long puisque mes collègues, effectivement, ont relevé énormément d'éléments auxquels je pensais. J'aimerais d'abord dire que le système des AIS est un système que nous soutenons, qui fonctionne et qui, aux côtés du logement social, est un système qui permet effectivement qui permet de résoudre aussi une partie de la crise du logement. Et en plus, cela permet aussi à d'autres acteurs comme des ASBL qui travaillent dans le domaine de la construction, de la rénovation, de pouvoir vivre et de pouvoir eux aussi contribuer à la résolution de cette crise du logement. On a parlé de Cureghem, on a parlé de Saint-Josse. Effectivement, aujourd'hui, quelles sont les garanties de la région pour que le système des AIS continue? Est-ce qu'on a d'autres AIS qui sont en danger par rapport à ce que nous connaissons des faillites de Cureghem et de Saint-Josse? J'ai entendu parler de l'AIS de Delta, si je me souviens bien. Il y a là aussi des risques. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, Joël a parlé de Saint-Josse. Il y a énormément de questions spécifiques sur Saint-Josse. On a été nombreux, effectivement, à poser des questions. J'espère que ces questions pourront être posées lors du prochain contrôle parlementaire, puisque ici, il s'agissait de Cureghem. Et donc, j'espère qu'on pourra avoir les réponses lorsque nous vous poserons les questions. Mais je voulais quand même savoir, par rapport à Delta, est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des risques? L'AIS
l'AIS, j'ai entendu parler de cette AIS et des dangers aussi qu'elle encourait. Qu'en est-il aujourd'hui et quelles sont les garanties? Et j'abonde dans le sens de Joël par rapport à la campagne de communication, parce qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ces faillites qui se succèdent concernant le modèle de l'AIS que, je répète, nous soutenons parce que les solutions à la crise sont multiformes et les AIS en apportent aussi. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Suarez. Je donne la parole à Mme la secrétaire d'État pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. De administratie is sinds eind 2024 op de hoogte van de structurele problemen van het SVK Anderlecht. Curium, ze volgt de situatie nauwgezet op. De eerste bilaterale vergadering tussen Brussel Huisvesting en het SVK vond plaats op 20 december 2024 en ook in 2025 vonden er vergaderingen plaats. Les difficultés rencontrées par l'AISAC sont multiples. Des problèmes de trésorerie alimentés par une accumulation de dettes, une grande difficulté à récupérer certaines créances et un suivi administratif interne déficient. À titre d'exemple, l'AISAC connaît des difficultés très importantes dans la collecte des preuves de revenus de ses locataires. Ces preuves de revenus sont pourtant une condition incontournable pour obtenir la majoration de subsides lorsque le locataire se trouve dans les conditions du logement social. Het SVK had ook een ingrijpend herstructureringsplan opgesteld, waarbij onder meer de personeelskosten werden gehalveerd en bepaalde uitgaven gezamenlijk werden gefinancierd met de huurdersunie Anderlecht-Curium. Daarnaast had het ook steun gevraagd aan Finances Brussels. Face à ces difficultés, Bruxelles Logement a renforcé son suivi en faisant appel au bureau de conseil Isis Consult, spécialisé dans le logement public. Sa mission était d'établir un bilan précis de la situation de l'AISAC, de quantifier les mesures à prendre pour redresser les finances, d'examiner aussi la viabilité des mesures déjà prises et de proposer aussi un plan d'action. Cette mission, elle a démarré au mois de mars. De uitvoering ervan werd bemoeilijkt door een bijzonder gebrekkige organisatie binnen het SVK. Half juli werd niettemin een verslag opgesteld. In dat verslag werden de ernstige tekortkomingen in het interne beheer bevestigd. Werd erop gewezen dat een faillissement onvermijdelijk was en werd een actieplan voorgesteld om de gevolgen van een faillissement voor de huurders, eigenaars en partnersverenigingen van de SVK Anderlecht-Curium te beperken. Cette situation a été reconnue par les administrateurs de l'AIS qui ont alors décidé en juin de mettre un terme aux activités de l'AIS. Suite à cette décision, une stratégie de sortie a été mise en place avec l'appui du bureau de conseil et de la FEDAIS. Ensuite, concernant le renouvellement de l'agrément de l'AISAC, on ne peut en aucun cas imputer la défaillance de l'AISAC à la région. En effet, d'une part, les moyens octroyés aux AIS ont augmenté de près de 6% en plus de l'inflation lors de la révision de l'arrêté AIS de 2024. D'autre part, aucune subvention de l'AISAC n'a été supprimée, contrairement à ce qui est affirmé en préambule. Il est vrai, néanmoins, que l'AISAC n'a pas été en mesure de prévoir l'ensemble des moyens financiers qui étaient mis à sa disposition par la région. Cela s'explique par son incapacité à communiquer les justificatifs requis. Néanmoins, il est déjà certain qu'il n'y aura ni agrément ni subvention pour l'AISAC en 2026, puisque celle-ci n'a pas sollicité le renouvellement de son agrément et que ses organes de gestion ont pris la décision de mettre un terme à leur activité. Wat het beheer nu van de woningen van de SVK Anderlecht-Curium betreft, werd dus een oproep gedaan aan andere SVK's om de woningen en de huurders over te nemen. Momenteel zijn dus alle woningen van SVK Anderlecht-Curium verdeeld over potentieel overnemende SVK's. Le scénario d'un transfert complet
et rapide n'est ni réaliste ni souhaitable, chaque logement, ou à tout le moins chaque immeuble, fait l'objet d'une évaluation au cas par cas en vue de sa reprise. Ce travail demande la mobilisation nombreuse de ressources, tant pour les AIS qui sont repreneuses, imaginez visite de biens, évaluation de leur état, établissement aussi de nouveaux contrats, etc., que pour l'AISAC qui prépare aussi et accompagne les transferts. Néanmoins, il est fondamental que ce travail soit évidemment bien fait, sous peine de transférer aux nouvelles AIS non seulement les logements, mais également les difficultés auxquelles aussi l'AISAC s'est retrouvée confrontée. De son côté, Bruxelles Logement a mis en place aussi une procédure spécifique pour le traitement des demandes de subsides de 2026, afin d'offrir alors aux AIS plus de souplesse et leur permettre d'inclure un maximum de logements transférés. Cette situation peut en effet, comme vous le mentionnez, porter atteinte à l'image du secteur. C'est pourquoi l'administration et la FEDAIS sont mobilisées pour permettre la transition la plus rapide tout en s'assurant de la pérennité du logement pour les locataires. La réactivité de nombreuses AIS prouve que le secteur est conscient des enjeux et prêt aussi à assumer ses responsabilités et surtout à jouer la carte là de la solidarité. Quant aux campagnes de promotion des AIS, celles-ci sont toujours pilotées par la fédération, parfois avec un soutien de la région. Le début de la législature précédente a été marqué par des années de croissance record du secteur des AIS, alimenté aussi par la faiblesse du taux d'intérêt et l'arrivée de certains gros investisseurs ou promoteurs. Et dans un tel contexte, il n'était pas pertinent de mettre en place des actions de promotion du secteur. En effet, cette croissance a parfois été difficile à absorber aussi par les AIS elles-mêmes. Cette croissance record a d'ailleurs impliqué que les AIS assimilent tous ces nouveaux logements. Pour certaines, cela a impliqué une croissance des équipes aussi et la mise en place de nouvelles procédures. Pour d'autres, ça a été l'occasion de se séparer aussi de logements moins qualitatifs et plus énergivores. Ce dernier phénomène explique en bonne partie le ralentissement de la croissance observée ces 2 dernières années. De plus, en plus de logements entrants, il avait aussi pour objectif de remplacer des logements sortant de qualité inégale. En in het licht van die aanhoudende vertraging in de groei hebben de SVK's besloten een nieuwe promotiecampagne te lanceren. En die campagne is nu aan de gang. Et pour les questions concernant Saint-Josse, donc j'entends que des questions sont encore déposées et qu'on aura l'occasion d'en discuter lors d'une prochaine commission. Mais donc c'est la même situation que l'AISAC et donc il y a aussi un audit qui est en cours et donc normalement on devrait recevoir les résultats fin novembre. Et il y a aussi évidemment l'étude des logements pour pouvoir les transférer vers d'autres analyses. Mais donc on coordonne la situation de l'AIS Saint-Josse de la même manière que un suivi rigoureux et régulier est fait par Bruxelles Logement pour certainement pas laisser tomber ces logements ni ces familles. Et donc j'entends évidemment que vous êtes tous et toutes attachés à la politique de l'AIS, tout comme moi. Et je pense que vous vous souvenez collectivement lors de la présente législature, nous avons pu faire évoluer le secteur de l'AIS tout en obtenant des budgets supplémentaires. Et je regrette aussi évidemment cette situation aujourd'hui au sein de l'AISAC, mais qui n'incombe pas du tout à la région. Bien au contraire, on a été vraiment là dès le début, dès que les problèmes se sont ressentis, pour accompagner au mieux l'AISAC. Mais malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Mais maintenant, les logements, oui, les logements sont transférés. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je vous remercie. Merci, Madame la secrétaire d'État. Monsieur Haïdar, pour une réplique. Merci, Monsieur le Président. On a reçu beaucoup de réponses. Je vous remercie, Madame la ministre. On termine. Ik heb nog een paar vragen. J'ai quand même encore quelques questions. Donc, vous avez dit ils ont reçu tous leurs fonds, sauf que malheureusement, ils ne pourraient pas justifier certains, et donc on en a peut-être donné un peu moins. Parce que si on avait pu justifier que certains avaient le droit au tarif social, ou je ne sais pas exactement comment fonctionne le calcul, on aurait pu trouver une solution. Mais est-ce que les AIS, je ne veux pas dire que tout le monde est quand même mauvais élève, il y a un certain nombre qui sont peut-être mauvais élèves, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir accès
à la banque de données, via les impôts, ou via Finance Bruxelles, je ne sais pas comment ça fonctionne. Oui, Bruxelles Logement a apparemment accès à ça, qu'ils puissent directement vérifier si les personnes rentrent dans les conditions ou pas. Ça faciliterait administrativement. Je veux dire, si tu as 100, 200, 300 cas, c'est possible de le faire. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce que Bruxelles Logement pourrait avoir accès à ces données et pourquoi pas alors les AIS? Deuxième chose que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'un propriétaire pourrait dire aujourd'hui, ben écoutez, puisque ça vous rompez le contrat, est-ce qu'il pourrait dire je continue ou je continue pas? Il pourrait très bien arrêter, parce que ce n'est pas une SVK bruxelloise, c'est une SVK voilà, avec un certain nombre de logements, donc celle d'Anderlecht, celle de Saint-Josse, et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas un contrat avec vous. Je veux dire, ce n'est pas avec la région, ils ont un contrat avec la SVK elle-même. Est-ce que moi, en tant que propriétaire, je pourrais dire, ben non, écoutez, puisqu'on a arrêté le contrat, stop, ça ne devient plus un logement social. Et quid de tous les primes qui ont été données à tous ces logements qui ont été rénovés et souvent qui sont soit du... Parce que moi, la personne qui m'a envoyé le courrier, sa grosse panique, c'était quoi? C'était pas spécialement le locataire. Il disait, mais moi, je risque de devoir rembourser les primes que j'ai reçues pour rénover cet appartement ou ce logement. Et donc, il y avait un jeu là-dedans qui était très, très bizarre. Et donc, je me dis, quoi avec ces propriétaires? Oui, parce qu'il fallait une finalité sociale. Sinon, ben oui, mais vraiment, je peux vous envoyer une copie du courrier si vous voulez. Alors, le profil des gens aussi, j'aimerais bien savoir, Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais... Ah. Vas-y. La chute, non, ça va. Le profil des gens aussi qui travaillent, parce que vous avez dit plusieurs fois, gestion catastrophique, normalement, c'est le consul qui a quand même fait le plan d'accompagnement, ça a tardé, et puis on a vu que c'était vraiment irrécupérable. Est-ce que les gens qui suivent tout ça, qui sont vraiment compétents? Vous savez, moi, dans les conseils communaux, souvent, on nous demande de mettre des gens, et j'ai l'impression qu'on peut mettre qui et n'importe qui, excusez-moi de parler comme ça, et pas spécialement de regarder est-ce qu'ils ont vraiment les compétences de pouvoir gérer ça. Parce que c'est pas n'importe quoi, on gère quand même des centaines de logements, c'est beaucoup d'argent qui circule. Voilà, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus exigeant sur les gens qui font ce travail-là? Je serais quand même curieux de savoir, Madame la Ministre, si c'est possible de savoir quel est le profil des gens qui travaillent comme directeur dans tous ces services, parce que je m'inquiète parfois. Merci. Merci, Monsieur Haïdar. Vous voulez répondre ou je passe d'abord à tout le monde? Au niveau des données concernant les locataires dans les logements AIS, Bruxelles Logement ne peut pas avoir accès à ces données-là. Il y a le RGPD, c'est vraiment une gestion interne à l'AIS et c'est ça qui a été le manquement en fait. Et donc effectivement, elle n'a pas demandé des budgets supplémentaires et donc on n'a pas pu combler. Et donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Et après, au niveau des CV, des personnes qui travaillent dans l'AIS, ça reste une ASBL et donc c'est elle qui engage. Donc je veux dire, en tant que région, on n'a pas, nous, notre mot à dire sur l'engagement des personnes au sein de cette ASBL. Enfin, qui suis-je pour juger comment l'AIS, qui est-ce qu'elle va engager? Je veux dire, elle a un CA, enfin voilà, c'est l'AIS qui gère. Et au niveau de... Oui, mais c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail avec Bruxelles Logement depuis 1 an maintenant. Je veux dire, on les a rencontrés en 24 déjà, donc tout ce travail d'accompagnement a été vraiment fait de manière très rigoureuse. Le suivi était là, l'accompagnement était là, parce qu'on ne voulait pas laisser tomber, on voulait vraiment trouver des solutions. Maintenant, j'entends le contact que vous avez eu avec le propriétaire. Évidemment, je veux bien recevoir le courrier aussi pour voir ce qu'il en est. Après, c'est un logement qui est transféré dans une autre AIS. Il n'a pas de quoi s'inquiéter, puisque son logement continue à être géré par une autre AIS, mais il est évident que si on n'arrive pas à trouver un repreneur pour son logement en question, tout ça est encore à l'analyse et on essaie de trouver une solution pour tous les logements en cours. Mais rassurez-vous que tout le maximum est fait. Je veux dire, pour moi, c'est une grosse perte aussi de perdre ce logement. Je veux dire, on est bien conscient de la gravité aujourd'hui à Bruxelles pour pouvoir se loger à un logement abordable. Donc ça reste des logements avec un prix qui sont quand même largement accessibles. On veut les garder. Donc tout est fait pour pouvoir récupérer ces logements et les transférer dans d'autres AIS qui ont les épaules plus larges, les reins les plus solides, financièrement et administrativement, pour continuer à les gérer, vraiment. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Madame Kruismans. Oui, merci Madame la Secrétaire d'État. Moi, je reste avec encore quelques questions. Vous avez pointé des problèmes de gestion. Vous avez parlé de l'analyse d'un bureau de conseil. Vous avez pointé notamment des lacunes dans la récupération des arriérés et dans la demande d'obtention de subsides. Ça reste des points importants, mais il y a aussi des problèmes, à mon avis, de non-respect de certaines dispositions légales, puisqu'ils n'ont pas publié les comptes certaines années,
pas fait faire un contrôle interne. Et donc, je n'ai pas entendu de réponse à la question de la responsabilité éventuelle des administrateurs et des organes ou des délégués à la gestion journalière. Plusieurs de mes collègues ont évoqué la question des fraudes dont on a entendu, de soupçons de fraude. Je n'ai pas entendu de réponse à cet égard-là non plus. Et donc, voilà, je voulais voir si vous pourriez apporter un complément d'information par rapport à ces questions-là. Monsieur Van den Borg. Ja, dank u wel. Nee, ik ben het akkoord met de analyse van de voorgaande spreekster. We krijgen hier een antwoord. We hadden het zelf kunnen voorspellen natuurlijk. Het is niet de schuld van het gewest. Ik heb eind 24 ingegrepen. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Het is niet mijn schuld. En daarmee basta. Ja, ik ben daar niet mee akkoord, mevrouw de staatssecretaris. Zo'n probleem dat ontstaat niet op één dag tijd. Dat is het gevolg van jarenlang wanbeheer. En ongetwijfeld zijn er vele signalen geweest dat het daar misliep. En dat het waarschijnlijk ook in andere sociale verhuurkantoren misloopt. En die signalen die hebt u overduidelijk genegeerd. Want u zegt, ik heb die middelen altijd maar jarenlang blijven toekennen. Zelfs 6% boven de inflatie. Ik heb geen enkele subsidie verminderd. Dus ja, u hebt daar zelf jarenlang geld in gepompt zonder controle, zonder toezicht, zonder eigenlijk na te gaan, functioneert dat daar naar behoren. Interne controlemechanismen, maar ook externe. Het is toch duidelijk dat er hier van alles is misgelopen. En vandaag krijgen we het signaal, zoals steeds in Brussel, tout va bien. Tot alles instort, gaat alles goed. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je hebt wel degelijk een taak, een verantwoordelijkheid als toezichthoudend staatssecretaris om ervoor te zorgen dat die sector naar behoren functioneert. Wat dus duidelijk niet het geval is. Er zijn nu 2 extreem ernstige gevallen op zeer korte tijd. En als het dan gaat over structurele oplossingen, heb ik nog minder gehoord. Ik heb niet gehoord wat u eigenlijk doet om die sector te versterken. Is er bijvoorbeeld een externe audit? Mijn eerste maatregel zou zijn een volledige doorlichting van de volledige sector. Gaat u dat doen? Een heel concrete vraag. Gaat u verder de sector rationaliseren? En tot slot, meneer de voorzitter, daarmee sluit ik af. We gaan er zeker op terugkomen in het kader van Sint-Joost. Er is duidelijk, collega's, dat er meer aan de hand is dan één alleenstaand geval. Dit is wanbeheer. Monsieur Flou. Voilà. Au nom de mon groupe, je voudrais simplement préciser que nous resterons très attentifs sur les résultats des audits en cours. Nous sommes également curieux de savoir comment est effectué le monitoring financier des AIS, sachant que nous sommes confrontés aujourd'hui à 2 faillites. Merci. Merci, monsieur Flou. Madame Maison. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, merci pour vos réponses. Je serai plus indulgente que Monsieur Van den Borg. Je pense que vous avez réagi quand les signaux d'alerte sont mis en marche et le fait d'avoir mis Isis Consult, dont les compétences ne peuvent pas être remises en cause sur l'affaire au moment où elle a été déclarée, avec la mise en exergue des problèmes administratifs, des problèmes financiers et autres sans doute, et puis la décision des administrateurs de mettre un terme à l'activité, ben voilà, il y a quand même une certaine autonomie de gestion dans le chef des AIS, et donc vous ne pouviez pas faire grand-chose d'autre. Je pense simplement, je suis un tout petit peu sur ma faim par rapport à la politique de communication générale que vous devriez mettre en œuvre à propos des AIS. J'aurais encore une question supplémentaire, puisque vous nous avez rassuré sur le fait que les logements étaient répartis finalement dans les autres AIS. Je suppose à cet égard que les subventions seront également réparties, donc les subventions antérieurement octroyées à l'AIS d'Anderlecht seront réparties au prorata des autres AIS qui accepteraient la prise en gestion des logements de l'AIS d'Anderlecht. Merci. Madame, Monsieur Soares. Je vais peut-être que laisser la secrétaire d'État répondre si elle souhaite répondre aux autres commissaires. Non. Vous voulez, Monsieur Ayda? Oui, pour clôturer, Monsieur le Président, très rapidement, parce que j'ai vérifié avec mon collègue ici,
Il me dit que la SLRB, Bruxelles Logement, en tout cas, Logement Bruxelles avait accès donc au cadastre, ils ont accès aux impôts, les extraits drôles et ainsi de suite. Donc je me dis, est-ce qu'une délégation pourrait se faire, puisque ça faciliterait les choses, puisque vous me dites qu'une des raisons la plus importante, c'est qu'on n'arrive pas à leur donner les subsides et les moyens qu'ils méritent, parce qu'ils n'arrivent pas à justifier les documents nécessaires. C'est quand même une part importante, en dehors de tout le reste. Donc je ne sais pas de quelle partie on parle, parce que tout à l'heure, notre collègue du MR a dit 520 000 euros. Donc je ne sais pas, on lui a dit. Donc je me dis qu'elle part là-dedans, parce que je me dis quand même il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Donc ce serait quand même intéressant de savoir, est-ce que ce n'est pas possible de faire une délégation aussi pour ce secteur-là? Si c'est possible à l'avenir, hein, je ne dis pas qu'on doit le faire maintenant. Donc ce n'est pas possible. Et pour la CLRB, c'est possible, et pour Finance Bruxelles, c'est pas facile. Vraiment, je serais ravie de discuter avec vous de cela et même de vous entendre, d'entendre vos propositions, mais je ne vois pas de quelle délégation vous parlez. Enfin, aujourd'hui, la seule possibilité qu'on a pour analyser certains dossiers, encore c'est limité, c'est l'allocation loyer. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas avoir accès aux données des gens, de leurs revenus. Enfin, Bruxelles Logement ne peut pas avoir accès à ce genre de données. C'est pour ça que l'AIS est là, en fait, pour pouvoir faire cette gestion-là. Malheureusement, aujourd'hui, l'AISAC a failli dans ses analyses, je le regrette. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que disait aussi M. Van den Burg. C'est parce qu'on a deux soucis dans deux AIS qu'il faut jeter aussi l'opprobre sur tout le reste des AIS. Les autres AIS fonctionnent très bien, les analyses sont faites, les demandes budgétaires sont faites. Enfin, je veux dire, tout ça est fait, ce travail est important. C'est un travail aussi assez lourd administrativement. Donc moi, je tire mon chapeau à toutes les autres AIS qui font un travail remarquable et incroyable. Mais on ne peut pas donner la responsabilité à Bruxelles Logement de gérer les données en fait, de toutes les locataires dans les AIS. Vraiment, c'est une responsabilité propre à l'AIS. C'est pour ça qu'elle est là. Au niveau du RGPD, franchement, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on a eu comme quand même contrainte au niveau de l'allocation loyer pour pouvoir avoir accès à certaines données. Là, on aura, allez, la RGPD. Après, si vous avez la possibilité de le faire, vous êtes parlementaire, voilà. Vous avez l'autonomie parlementaire de déposer des textes et d'analyser les choses, mais je n'y crois pas. L'incident est clos et je passe du coup à la question orale de Madame Godefrin concernant l'accès au logement pour les personnes exerçant un métier essentiel à Bruxelles. Madame Godefrin, vous avez... Merci, Madame la secrétaire d'État. La crise du Covid-19 ou encore les attentats qui ont frappé la Belgique nous ont à chaque fois rappelé le rôle ô combien vital de certaines professions essentielles au bon fonctionnement de notre société. Les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi les policiers, les pompiers ou encore les militaires sont autant de métiers essentiels pour garantir notre santé et notre sécurité. Ces femmes et ces hommes ont prouvé en temps de crise qu'ils étaient indispensables, mais depuis, que faisons-nous ici à Bruxelles pour leur permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles? Ces métiers sont pour la plupart des métiers aussi en pénurie à Bruxelles. Il est donc de notre devoir de rendre ces fonctions les plus attractives possibles avec des leviers, avec les leviers dont nous disposons à Bruxelles, comme la politique du logement. Alors vous en débattez régulièrement dans cette commission. Le coût du logement est la dépense principale des ménages bruxellois et le coût de la vie, logement compris, est quand même significativement plus élevé à Bruxelles, ce qui peut bien sûr constituer un frein important pour les personnes qui voudraient non seulement travailler mais aussi vivre à Bruxelles. Et le manque de logements moyens est aussi régulièrement pointé du doigt, faisant grimper bien sûr les prix des loyers ou des biens mis en vente. Alors mécaniquement, la pénurie fait exploser les prix, je viens de le dire, et ça met aussi en péril l'attractivité de la région bruxelloise pour ces professions essentielles sans lesquelles Bruxelles ne peut pas fonctionner. Et ce constat est d'autant plus vrai pour celles et ceux qui débutent dans ces professions. Ils ne touchent pas, il faut le dire, des salaires mirobolants, mais plutôt modestes. À titre d'exemple, un agent de police perçoit à ses débuts un salaire net d'environ 1 700 € par mois, auquel s'ajoute parfois une prime s'il travaille à Bruxelles. Or, le loyer moyen dans la capitale dépasse les 1 300 € mensuels. Cela signifie qu'un agent de police, s'il veut vivre à Bruxelles, doit consacrer presque les 2/3 de ses revenus à son logement. La situation est similaire pour de nombreuses personnes qui travaillent dans le personnel infirmier ou les soignants, avec un salaire moyen à peu près comparable ou à peine plus élevé. Alors pour pallier à ce manque d'attractivité et répondre aux pénuries sévères, certaines métropoles se sont dotées de mesures ambitieuses. On peut citer par exemple l'Île-de-France. La préfecture et l'agence régionale de santé là-bas ont dégagé une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros. Ils ont un financement en fait total de 75 millions d'euros qui est consacré en fait à l'hébergement du personnel soignant. C'est un exemple parmi d'autres.
Et concrètement, ça s'est traduit par la mise à disposition de logements sociaux, de résidences pour jeunes actifs, la rénovation de logements vacants ou encore la valorisation du foncier public afin d'offrir en priorité ces logements aux soignants. Alors cette politique ambitieuse, elle répond à un double objectif, vous l'aurez compris, favoriser l'accès au logement d'une part, mais aussi valoriser le rôle de ces métiers essentiels, tout en remédiant évidemment au fait d'une pierre deux coups les pénuries d'emplois en région bruxelloise. Alors, Madame la secrétaire d'État, je voulais vous poser les questions suivantes. Quelles mesures concrètes ont été mises en œuvre par le gouvernement bruxellois depuis la crise du Covid, mais aussi depuis les attentats, pour soutenir l'accès au logement des métiers essentiels, et en particulier des professions de la santé, de la sécurité, mais aussi, je pense, à l'enseignement? Le gouvernement bruxellois s'inspire-t-il des mesures mises en place en Île-de-France pour développer des mesures similaires à Bruxelles? On peut aussi citer le gouvernement néerlandais qui construit avec des partenariats publics-privés des logements et il les donne en accès prioritaire à ces métiers essentiels. Est-ce que vous avez des aides ciblées, des points de priorité, des primes à l'installation dans les logements publics réservés en priorité pour ces métiers? Beaucoup d'outils d'aide au logement pourraient être mobilisés. Moi, je pense, par exemple, pourquoi pas une allocation de loyer renforcée. On a parlé des AIS il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de logements, les CIS, le fonds du logement, les projets de la SLRB ou CityDev. La région ne manque pas d'outils. On pourrait imaginer un quota de logements publics destiné à ces métiers essentiels. Comment la région évalue-t-elle aujourd'hui l'attractivité de Bruxelles pour ces professions? Et quelles conclusions est-ce que vous en tirez pour les politiques à mener en matière de logement? Je vous remercie. Merci Madame Godefroy. Madame la secrétaire d'État. Merci Monsieur le Président, merci Madame la députée. En tout cas, on peut être d'accord sur le fait qu'à Bruxelles, en vous entendant, les logements, enfin les prix des loyers deviennent de plus en plus chers et qu'il est temps qu'on encadre cela pour permettre aux travailleurs de continuer à se loger à un prix abordable et qu'on a le soutien du MR pour pouvoir avancer sur cette question-là. Très ravie de l'entendre. Il n'y a pas d'autres mesures à appliquer si on veut faire en sorte que les prix des logements restent abordables, soient abordables à Bruxelles. Alors, l'intervention publique, en particulier quand il s'agit d'octroi d'une aide financière ou matérielle, doit se baser sur des critères objectifs, transparents et équitables. La capacité à se loger étant directement liée au pouvoir d'achat, le principal critère d'intervention est le revenu du ménage. Les aides régionales sont donc généralement conditionnées au respect d'un plafond de revenus. Néanmoins, certains critères spécifiques sont repris en compte pour tenir compte de difficultés complémentaires comme la présence d'un handicap ou le fait de sortir de la rue. Dans le cas des métiers cités, sans pour autant mettre en cause leur importance évidemment dans la vie quotidienne, tels que les policiers. D'ailleurs, je suis mariée à un policier, donc je connais très très bien la fonction et, telle qu'elle est compliquée aujourd'hui. Il n'apparaît pas clairement quelles difficultés spécifiques à se loger ces agents rencontreraient par rapport aux autres publics bruxellois. Je pense par exemple aux mamans solo. Qui travaillent et qui doivent conjuguer vie familiale avec travail. Par ailleurs, il convient de noter que la notion de métier essentiel n'est pas clairement définie, à tout le moins dans le code bruxellois du logement. Si la notion de métier essentiel doit être entendue de la manière dont elle a été traitée durant la crise du Covid-19, il faudrait élargir la liste mentionnée alors à de très nombreux secteurs comme les services postaux, nos enseignants, l'alimentation, collecte des déchets. Enfin, toute évolution législative ou réglementaire en matière de logement doit être évaluée en fonction du contexte dans lequel elle serait prise. Remettre en cause les critères des revenus dans le contexte du basculement de plusieurs milliers de Bruxellois du chômage vers le CPS pourrait potentiellement les priver de dispositifs complémentaires, et ce, en faisant aggraver la pression sur les services sociaux et les pouvoirs locaux. L'impact d'une telle décision devrait donc être réévalué avec prudence au regard des finances bruxelloises actuelles. Et concernant les initiatives prises par l'Île-de-France, il semblerait que celles-ci sont en partie alimentées par des décisions et des investissements directement issus du secteur de la santé. Transposés au contexte alors bruxellois, il n'appartient pas à la région de se prononcer sur les initiatives prises par les autres niveaux de pouvoir pour soutenir leurs propres agents. Si les niveaux fédéraux ou communautaires souhaitent investir dans le logement de leur personnel, la région ne manquerait pas de mettre à disposition son expertise et d'étudier les collaborations potentielles. Ce ne serait d'ailleurs pas une première. Historiquement, le logement étudiant a été produit par les universités. L'ancienne gendarmerie avait fait de même, ainsi que la SNCB. Et concernant une éventuelle adaptation des dispositifs existants, évidemment, comme à chaque commission, vous l'entendez, cette question devra être analysée par le prochain gouvernement. Quant à votre dernière question, je ne dispose pas de statistiques précises basées sur le métier de ces bénéficiaires ou des citoyens de manière générale. Je vous remercie.
Merci Madame la Secrétaire d'État. Madame Godefroy. Alors, on sait que les finances sont compliquées, ça, tout le monde a bien compris, mais j'aurais peut-être dû me baser sur l'exemple néerlandais, ou en tout cas vous détailler davantage l'exemple néerlandais, puisque clairement, des partenariats publics-privés comme à Leiden ont permis en fait de construire du logement public qui reconnaît des points de priorité en fait pour les métiers essentiels en pénurie. Et ça répond quand même à un double objectif, c'est-à-dire aussi s'occuper des travailleurs. Je pense que c'est une catégorie qui peut aussi être précaire. On sait ô combien les logements sont chers à Bruxelles, et aussi répondre directement à cette pénurie de métiers. Donc moi, je me suis plutôt basée sur la liste d'Actiris. J'entends que dans le Code du logement bruxellois, les travailleurs essentiels, il n'y a pas vraiment encore de définition, mais moi, je pense que ça vaudrait la peine vraiment de le faire. Je crois que Bruxelles doit, comme d'autres grandes villes, développer une politique d'accès prioritaire au logement abordable pour les personnes qui exercent un métier essentiel en pénurie. La vie est plus chère à Bruxelles, il est plus difficile de s'y loger, et en plus, la qualité de vie s'y amenuise. Alors le calcul, évidemment, est vite fait. Rester à Bruxelles ou trinquer vraiment, ou partir vers la Flandre ou encore la Wallonie avec des logements plus abordables et une qualité de vie supérieure, malheureusement, voilà, le calcul, il est vite fait. Et cet exode urbain est en train de tuer Bruxelles. La pénurie, par exemple, en matière de personnel infirmier, mais les hôpitaux sous pression. La classe moyenne, les contribuables qui payent des impôts sont en voie de disparition en région de Bruxelles-Capitale, et rien n'a été mis en œuvre par le gouvernement bruxellois précédent et sortant pour les retenir. Alors je pense que les sources d'inspiration ne manquent pas. Voilà, le Premier ministre néerlandais vient de remporter les élections avec un programme, la promesse de construire 10 nouvelles villes, ça fait 100 000 logements par an. Et une deuxième mesure, comme je l'ai dit, il réserve une partie de ces logements pour les métiers essentiels et pour rester attractif dans les différentes villes néerlandaises. Voilà, moi je pense qu'on doit se poser la question, quelle région voulons-nous aussi demain? Une région qui accueille les personnes qui prennent soin de nos enfants, de nos malades, de notre sécurité avec reconnaissance, ou allons-nous continuer à les chasser faute de logements suffisants et suffisamment abordables? La justice sociale, c'est aussi s'occuper de celles et ceux qui travaillent, d'autant plus s'ils occupent un métier essentiel en pénurie, de les aider à se loger. Cela permettrait aussi, finalement, de ramener un peu de mixité dans les logements publics et qui sait peut-être aussi susciter des vocations chez les plus jeunes. Pas de réponse? L'incident est donc clos et on va passer très prochainement à huis clos pour l'ordre des travaux. Je ne sais pas, c'est peut-être l'idée qui était bonne qui vous fait rire.